J'ai fait des centaines de vidéos, mais vraiment des centaines. Tu te lances le challenge de publier 2 fois par jour sur au moins TikTok. Et je suis passé de 1000 à 150 000 abonnés en 30 jours. Il y en a, je crois, il y en avait 12 qui avaient plus de 1 million de vues. On a fait de la Mustang de collection dans les marais salants au lever de soleil. Et avec le drone FPV, quand on se lance sérieusement, il faut beaucoup travailler au départ et publier un maximum pour se faire voir par un maximum de monde. Le but, à la base, c'était d'attirer plus de clients. C'était pas de devenir créateur de contenu ou quoi. En fait, à partir du moment où la courbe a monté trop fort, je l'ai supprimé. J'avais fait un peu la même vidéo à l'iPhone et à la caméra, et l'iPhone, ça marchait beaucoup mieux. Et forcément, c'est un peu un rêve d'aller bosser avec DJI, avec Canon, avec toutes ces marques qui nous font rêver. J'aime bien les vidéos très travaillées, que tout soit bien carré. Donc mon personal branding doit être aligné avec ça. Salut tout le monde, c'est Ewen et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast En Off, le podcast où on parle de vidéos, de business, de créativité, avec des invités inspirants comme l'invité que j'ai aujourd'hui, Benjamin Mollier, Ben Films sur les réseaux. Je suis trop content de te recevoir. Mais moi de même. Première fois en plus qu'on est ensemble dans un cadre un peu officiel, parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Ouais, et regarde où est-ce qu'on est maintenant. Et là aujourd'hui on est dans un setup très sympa et on va pouvoir parler de ton parcours, de qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la vidéo et puis sur plein de petits sujets, parce que c'est vrai que toi tu as une progression très intéressante mais parce que tu t'es donné les moyens, mais je ne donne pas toutes les infos, on va en parler tout de suite. Si vous voulez ne pas manquer tous les épisodes du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et évidemment sur les plateformes. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Je pense que je vais laisser te présenter. J'ai en place un petit cadre entre guillemets de présentation. Alors je pense que ça peut s'appliquer à toi, même si tu fais plus forcément uniquement que de la vidéo comme moi je peux le faire. Mais en gros, juste simplement qui t'es. Et alors, produit phare que tu vends, je suis pas sûr que ça soit représentatif, mais parler de toi et ta plus grosse ou la galère de tournage qui t'a le plus marqué. Je vais bien commencer par ça, comme ça on se met tout de suite dans le bain. Ok, ça marche. Waouh, la pression. Mais ça va le faire. Donc, moi, c'est Benjamin Mollier, Ben Films sur les réseaux. Je suis vidéaste et créateur de contenu. Donc, à la base, j'étais vidéaste et petit à petit, à force de partager mes vidéos sur les réseaux, j'ai fini par devenir créateur de contenu. Est-ce que je vais plus loin tout de suite ou comme tu veux, franchement, sois libre. Ou est-ce que je passe direct à la galère de si tu veux la donner tout de suite, comme ça tu t'en débarrasses, vas-y. Mais si tu veux dire un peu plus sur ton parcours, tu peux. Ok, bon, vas-y, je fais le parcours alors. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai démarré la vidéo très tôt. Vraiment, j'ai pris une caméra quand j'avais 8 ans à peu près. À l'époque, c'était des petits appareils compacts de 2 mégapixels, je m'en souviens. Il était rose, l'appareil photo. Et je le prenais à mes parents et je mettais systématiquement le mode vidéo. Je mettais jamais le mode photo, je sais pas pourquoi. Et je filmais un petit peu tout ce qui m'entourait. Je me filmais moi en vlog alors que j'avais jamais vu ça. Enfin, il n'y avait même pas YouTube. Et bref, je faisais ça, plein de petites histoires, etc. Je connaissais pas le montage à l'époque, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de logiciel. J'ai continué, je me suis jamais vraiment arrêté. Et de fil en aiguille, au bout d'un moment, j'ai commencé à découvrir le montage, à découvrir des idées un petit peu plus innovantes, de faire différentes prises, à découvrir le macro. Je filmais plein d'insectes dans le jardin, etc. Enfin bref, je faisais vraiment beaucoup de vidéos, très peu de photos. Forcément, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'améliorer. J'ai pas du tout fait d'études dans le domaine, donc j'y ai pensé, mais au final, j'avais beaucoup d'autres passions, notamment tout ce qui est sciences, etc. Et donc, du coup, j'ai fait une école d'ingé dans le domaine agroalimentaire, donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça me passionnait aussi. Donc, du coup, j'ai fait ça. En arrivant en école d'ingé, tout le monde a vu que j'arrivais à faire des vidéos un peu stylées, alors qu'aujourd'hui, quand je les regarde, c'est atroce, mais pour l'époque, ça passait, on va dire. J'ai commencé à être pris dans des bureaux de promo, dans plein d'assauts étudiantes pour faire la partie vidéo. Ce qui a été extrêmement formateur parce que du coup, en 5 ans d'études, j'ai fait des centaines de vidéos, mais vraiment des centaines, qui devaient être relativement quali parce que c'était comme une grosse école, il y avait un petit peu un rayonnement sur les réseaux sociaux. Et c'est justement ça qui m'a permis d'avoir mes premières prestas. Et d'ailleurs, la transition va être parfaite pour la galère de tournage parce que c'était ma première vraie presta. Et donc, en fait, à force de partager des vidéos de l'école sur Facebook à l'époque, il y a des entreprises de la région qui commençaient à me contacter en message privé en me disant « Ah, j'ai vu la vidéo, elle est vraiment géniale. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour mon entreprise ?» Et donc là, je me suis dit « Waouh, il y a des gens, ils veulent faire appel à moi alors que j'avais genre 19 ans. » voilà. Et du coup, j'ai créé une micro-entreprise à ce moment-là.
pour pouvoir facturer. Et j'ai commencé à être contacté. Enfin, voilà, j'ai accepté ces premières prestats qui étaient vraiment pas très rémunérées à l'époque. Les premières prestats de vidéaste, en gros, exactement, quoi. les premières prestats. Et donc, ma première vraie presta, c'était pour un office du tourisme dans la région de mon école. Donc, c'était un gros truc un petit peu. J'ai fait des réunions avec eux et tout ça. Et on a fixé un tournage sur 2 jours, dont une partie en drone. D'ailleurs, chose très intéressante, j'ai eu la chance de passer le diplôme de télépilote de drone à mon école d'ingénieur Ah, trop bien. avant que ce soit la réglementation. Ouais, que ce soit obligatoire, voilà. que ce soit chiant. Non, mais avant que ce soit la Ah oui. réglementation même, enfin, qui est un permis drone. À l'époque, ça D'accord. Ah oui, n'existait ok, pas. ouais, ok. J'ai passé le permis ULM pour faire ça. C'est dire l'ancienneté. Ah ouais, j'ai 80 ans, moi. Et du coup, j'ai eu la chance de passer ça sur le campus. Il y avait les instructeurs, donc on a fait les tests de drone. Et par contre, le diplôme était très relou à passer parce que ULM, ça n'a rien à voir avec les drones. On a dû faire tout ce qui T'as plein de notions aéronautiques qu'on voit plus forcément aujourd'hui. Exactement, dynamique des fluides ouais. sur les ailes, etc., les cumulus et tous les nuages. Je crois que ça y est. Ça, on l'a encore, mais c'était très aviation. Ouais. C'était très aviation. Ce qui fait que j'ai quand même eu mon diplôme du premier coup, mais c'était vraiment très, très relou. Bref, tout ça pour dire, première presta, officielle, j'avais tous les trucs. J'avais mon Mavic Pro 1 à l'époque. J'étais tout content parce qu'il venait de sortir, c'était trop bien. Et donc là, on part sur cette presta. Je fais un plan de drone, très cool, bim. Ensuite, je le replie, je mets le sac dans la voiture et on commence à partir. Et là, sur le trajet de voiture, en fait, on entendait donc c'était le gars qui conduisait, le gars de l'office du tourisme. Et on entendait des bruits bizarres dans la voiture au fur et à mesure qu'on roulait. Mais en gros, je lui ai dit, c'est normal ce bruit? Et il m'a dit, oui, c'est un peu galère, j'ai un problème sous ma voiture, il y a un bout de plastique qui tape contre la route et du coup, ça fait ce bruit-là. Okay. Et du coup, ok. On avance, on fait genre 25 minutes de route quand même. On arrive sur le deuxième spot pour faire un autre plan de drone. Je sors mon sac, je sors les affaires, je sors le drone et là, je trouve plus la radiocommande. Et à ce moment précis, j'ai eu un rembobinage de tout ce qui s'est passé et je me suis dit, oh là là, le bruit qu'on entendait, en fait, c'était pas son morceau de plastique, c'était la radiocommande que j'avais posée sur le toit. Tu sais, quand tu replies les trucs à côté d'une voiture, tu poses sur le toit. Classique. Tu te baisses pour mettre dans le sac, ensuite tu rentres dans la voiture et tu oublies qu'il y a le truc. Je n'ai plus jamais refait cette erreur. Mais du coup, je lui dis, mince, en plus, première presta et tout. Je lui dis, mince, j'ai perdu la radiocommande. Je crois, en fait, elle était sur le toit, truc trop gênant. Et du coup, je fais le plan de drone quand même avec l'appli DJI. Sauf que le truc, il coupe au bout de 15 mètres parce que c'est en Wi-Fi avec le téléphone. C'était ultra galère, vraiment, ça marchait pas du tout. Je fais quand même le plan de drone. Moi, j'étais deg. Je commence à regarder sur Google combien coûtait une radiocommande de drone. DJI, à l'époque, c'était 320 balles la radiocommande du Mavic. En plus, radiocommande du Mavic qui ne fait rien par rapport à la RC Pro, truc comme ça qu'on a aujourd'hui avec l'écran et tout, c'est vraiment flingué. Bah, à l'époque, c'était bien. Oui. mais ouais, non, effectivement, c'était vraiment pas ouf. Du coup, il me propose de refaire tout le trajet. Il y avait 25 minutes de route. Sauf que là, on l'a fait à 20 km/h pour voir un peu sur le bord de la route. Oui, forcément. Et on a eu une chance de fou. On l'a trouvée. Elle était explosée. Et puis d'antenne, l'écran était éclaté. Elle était ouverte. On voyait l'électronique dedans, donc inutilisable. Et bref, sur cette presta, du coup, j'ai complètement perdu de l'argent puisque j'ai dû racheter cette radiocommande à 320 €. Donc voilà, ça c'était ma première presta qui au final la vidéo était sympa, ils étaient contents, etc. Et puis ça m'a ouvert d'autres portes un petit peu dans le voyage, mais ouais, celle-là je m'en souviendrai longtemps. Tu m'étonnes. Belle anecdote. Bon, ouais, c'est vrai que radiocommande. Tu l'aurais fait aujourd'hui, tu te dis, c'est pas grave, j'ai le Néo, je le fais à la main, à la voix, il me détecte. Non, mais t'as pas la même qualité. On est d'accord. Jamais de la vie je fais ça. Mais bref, et juste pour finir le parcours, du coup, école d'ingé, donc je continue, je fais des petites prestas à droite à gauche pour me payer du meilleur matériel à chaque fois. Il faut savoir que cette première presta, à l'époque, il n'y avait pas tous les Sony A7 IV, les trucs comme ça, les hybrides, c'était vraiment très récent. Il y avait juste les GH4, GH4, même, il n'y avait même pas le GH5. Et du coup, j'avais un bridge Lumix, un FZ1000, qui était le premier bridge à filmer en 4K à l'époque. Et donc, j'avais fait cette presta avec un bridge, ce qui paraît fou à dire aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était... Ouais, exactement. Mais c'était il y a 10 ans. Ouais.
Du coup, voilà. Bon, du coup, je m'améliorais un petit peu au fur et à mesure des années. J'avais du matériel un petit peu mieux. En 2019 ou 2020, je sais plus, j'ai acheté le GH5, premier gros step, 4K 60. Mm. Et bref, le temps a passé. Je commence à partager sur les réseaux sociaux. Mon audience s'est développée petit à petit. Et ce qui Et c'est fait comme ça que tu as que... transitionné vers la création de contenu au fur et à mesure, quoi. Tout à fait. Il faut quand même savoir que du coup, j'ai fait, après l'école d'ingé, je me suis dit, mince, j'ai quand même envie de travailler pas forcément dans la vidéo, mais dans le digital. Mhm. Sauf que mon diplôme n'avait rien à voir avec ça. Donc, j'ai fait un double diplôme en école de commerce à Nantes, avec une spécialisation en marketing digital. Je pense pas que ça me soit très utile. En tout cas, ça m'a permis de rencontrer pas mal de nouvelles personnes. J'ai fait aussi, dans ce cadre-là, un semestre en Californie qui m'a permis de voyager, voilà, de faire des vidéos de voyage qui m'ont été utiles par la suite parce que j'étais très dans la thématique du voyage à l'origine. Et voilà, les réseaux se développaient. J'ai bossé 1 an et demi en tant que salarié à la Défense, voilà, pour valider mes études. Et ensuite, j'ai été embauché. Donc, je suis resté 1 an et demi. En parallèle, je continuais les prestats. Je posais des jours de congé pour faire des prestats. Enfin, voilà, et je travaillais beaucoup, beaucoup le soir. Enfin, c'était cette période-là. Et au bout d'un moment, en fait, ça commençait à bien marcher. Je me disais, je pense que ça peut le faire. C'était pas d'une stabilité folle, mais je me suis dit, je pense que c'est le bon moment. De toute façon, je peux plus faire les deux en même temps. Là, et puis, je me voyais pas salarié très, très longtemps. Et donc, du coup, j'ai quitté mon travail, enfin, j'ai quitté le salariat et je me suis lancé à plein temps. Et je sais pas, le karma a fait que pile quand je me suis lancé, bim, il y a plein de projets très, très cool qui sont arrivés. Trop bien. Et ensuite, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, ça fait à peu près 4 ans que je me suis lancé à temps plein. Voilà. Putain, trop bien. Pas mal. Bien joué. Voilà pour ce parcours. 4 ans. C'était un petit peu long. Non, non, mais au moins c'est complet. Au moins, les gens savent. Puis ça pourrait être intéressant, on pourra en reparler après de qu'est-ce qui a fait que tu es passé vraiment de vidéaste traditionnel, entre guillemets, à plus créateur de contenu. Mais c'est vrai que, enfin, nous, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Ouais. Waouh. Non, si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça, ouais. Ça, ouais. Grâce à Olivier Schmitt, d'ailleurs. Exactement, sur le groupe Facebook. Encore merci à lui d'avoir lancé cette initiative à l'époque. L'atelier des créateurs. Les potes qu'on a en commun, on s'est rencontrés via ça. Donc, comme Ouais. quoi, preuve que, mine de rien, rencontrer d'autres gens via les réseaux, qu'après, ça fonctionne et ça aide. Enfin, on a déjà eu en plus, nous, l'occasion de travailler ensemble sur une ou deux prestats. Donc, trop cool. Sur ton la galère, magnifique. Voilà. Elle est pas mal. Celle-là, tu dis, bon, Celle-là. ma presta, zéro rentable, quoi. C'est zéro. négatif même. Ouais. Mais au moins, tu fais plus. Après, tu en fais toujours un peu du drone ou pas même du dans ta drone, création de j'en contenu fais, dans la création de contenu, oui, si, pour les vidéos YouTube, mais aussi pas mal pour des prestats. Même, je me suis mis au drone FPV aussi. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai fait quelques prestats de drone FPV, de visites immersives dans des châteaux, des trucs comme ça. Très flippant, mais bon, c'est pas mal. Et puis, le rendu est fou. Et puis, les gens, ça les choque quand ils voient des vidéos comme ça. Mais ouais, non, dessus, quand même, j'en fais régulièrement du drone. Ouais, là, si tu devais donner la répartition entre... sur ton temps complet, combien de temps tu passes à la création de contenu pour ton audience et combien de temps tu restes à faire de la presta pour d'autres clients. Même si c'est, je le redis, pas de la presta où tu vas... tu as un commanditaire, tu filmes un événement, tu fais une vidéo de présentation d'entreprise, ça c'est sur d'autres... En termes de temps, c'est difficile. En termes de chiffre d'affaires, je peux te dire. En termes de pourcentage, il y a eu une évolution, pour te dire un peu les 4 dernières années. En 2021, du coup, quand je me suis lancé, c'était 80% presta, 20% création de contenu, voire même peut-être encore moins. L'année d'après, ça a commencé à s'équilibrer. L'année dernière, c'était 30% presta, 70% création de contenu. Et là, du coup, on est début 2025, donc je peux pas encore te dire, mais je pense que ce sera 80-20, 80% création de contenu, 20%. Okay. Ouais, en 4 ans, tu auras l'inverse. Voilà, exactement. Les pourcentages se sont inversés. Ouais. Ok. Bah écoute, comme quoi, c'est que tu as trouvé le bon filon. Ouais, complètement. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de vidéastes qui visent aussi la création de contenu, parce que du coup, comme on est très attiré par l'image, on regarde d'autres vidéastes qui, du coup, publient sur les réseaux. En général, ça fait plusieurs années qu'ils le font, donc petit à petit, comme moi, ils sont devenus créateurs de contenu. Et forcément, c'est un peu un rêve d'aller bosser avec DJI, avec Canon, avec toutes ces marques qui nous font rêver.
Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce parcours. Et au final, enfin, je veux dire, moi, même si j'ai beaucoup travaillé c'était pas mon but à la base. En Ouais, fait, bien moi, sûr. je voulais juste partager mes vidéos de voyage un peu cool parce que je passais des semaines dessus au montage sur les réseaux. Et il se trouve que ça plaisait aux gens. Et petit à petit, en fait, ils se sont abonnés à moi. Et au bout d'un moment, il y a une première marque qui a fait appel à moi. Je sais pas, je devais avoir 1500 ou 2000 abonnés. Et petit à petit, en fait, tu as d'autres marques qui te contactent et tu transitionnes vers de la création de contenu. Même si ce n'était pas le but à Ouais, la bien sûr. base. Mais après, on ne va pas se mentir, c'est aussi beaucoup plus confortable d'être créateur de contenu. Alors, c'est plus confortable dans le sens où on bosse avec des marques très cool. Euh, Au final, on a moins de clients traditionnels qui peuvent être relous, etc. Par contre, on fait des collaborations avec des marques, on doit faire des intégrations, des choses comme ça. Et au final, c'est un peu des prestats, ces choses-là. Parce que Ouais, du coup, il y a une deadline. bien sûr. La marque, ils veulent qu'on publie à telle date. Il y a certains bullet points à dire dans la vidéo. Donc au final, c'est un peu des prestats. C'est juste que on est face à la caméra. Donc on a un peu plus le contrôle, etc. C'est ça qui est un peu plus plaisant, en tout cas ce qui me plaît moi. Après, ça reste quand même assez confortable. Ouais, bien sûr. Et puis, comme il y a notre image qui est en jeu, forcément, on peut facturer plus cher que si on était juste derrière la caméra pour Bien faire sûr. une prestation. Et, En et fait, donc, tu forcément. passes sur la catégorie de créateur un peu UGC, quoi, en gros. Enfin, est-ce que c'est comme ça que tu te définirais ou Ah aujourd'hui non, ou non, non. pas? Non. Non, non, pas UGC, mais je veux dire. Enfin, quoique, c'est assez flou la limite, mais l'UGC, c'est plus des marques qui font appel à plein de petits créateurs Ouais. qui n'ont pas encore d'audience. Parce que la vidéo, ils vont pas la publier sur les réseaux de la personne, ils vont la publier sur leur réseau, enfin les réseaux de la marque. Mais tu as plus d'authenticité. Alors que moi, en ouais. général, c'est Oui. publié sur mes réseaux. Ok. C'est pour ça que c'est un peu différent. Mais bref, voilà, Ouais, voilà ok. pour la transition qui s'est faite Ok. d'année en année. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la partie création de contenu. Et puis, avec tout ce que ça engendre, hein. Enfin, il y a l'affiliation, il y a les produits digitaux que je peux vendre. Et voilà, mais je garde quand même des prestats pour des clients qui m'ont fait confiance depuis pas mal Ouais. d'années parce que, je veux dire, j'ai une très bonne relation avec eux et je vais pas refuser ces contrats-là. Je le fais vraiment plus par attachement à ces personnes, enfin à ces entreprises, plus que pour juste faire du chiffre d'affaires en Oui. plus, quoi. Oui, parce que tu as ce que tu dis, l'aspect création de contenu Oui, qui voilà, t'assure ouais. la stabilité Exactement. et la tranquillité d'esprit. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi certainement d'être peut-être plus serein et plus créatif sur ces autres prestats plus traditionnels que tu peux faire aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, je t'avoue, j'y pense pas à chaque fois. Moi, quand je suis sur un truc, je suis à fond. J'ai le cerveau qui est en ébullition, donc je pense pas à tous les trucs. Mais effectivement, enfin, l'ensemble fait qu'il y a peut-être une tranquillité d'esprit un petit peu plus importante et moins, je sais pas, peut-être moins l'aspect rentabilité. Mince, j'ai passé X heures sur ce projet. Ah mince, c'est plus rentable. Je t'avoue, je pense pas trop comme ça. Ouais. Mais oui, je pense que l'ensemble fait que oui, la sérénité d'esprit. Après, il n'y a pas toujours une sérénité d'esprit Non, non, mais c'est sûr, 100%. ouais, Hein. tout Je veux dire, dépend de tout peut s'effondrer bien sûr. en un an, quoi. Mais C'est vrai qu'en plus, comme c'est des métiers relativement Mm. nouveaux, on n'a pas de on n'a vraies pas de preuves recul. enfin, il n'y a pas de Mm. boucles complètes, entre guillemets, qui ont été faites. Et on sait comment ça a commencé, mais on sait jamais comment ça va. Mm. Mais je sais pas, en plus, enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, dans les créateurs que je suis, il y en a de plus en plus qui comment évoquent ce côté, ben ouais, en fait, je le fais là, mais jusqu'à quand? Autant, Ouais. tu vois, avant, enfin, tu Mm. prends 20 ans en arrière, Ouais. génération de nos parents, c'est on commence notre carrière, on l'a fini, boum, à l'âge de la retraite. Ouais. Potentiellement, tu changes de boîte, mais tu restes sur le même métier. Mm. Là, nous, on sait pas, enfin, création, Ouais. la créateur économie, Mm. c'est au début. Jusqu'à quand? Est-ce que c'est un truc qui va fonctionner encore pendant. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment être pérenne sur le long terme? Qui va. C'est quoi ta vision là-dessus? Honnêtement, on peut pas trop savoir. Moi, ma vision sur le fait que, effectivement, il y a plein de créateurs qui partent en burn-out ou qui s'arrêtent, etc. Je réfléchis quand même beaucoup à ces choses-là parce que moi, mine de rien, ça fait un moment que je publie sur les réseaux. Je me suis renouvelé plusieurs fois en termes de style, en termes de contenu, de thématique, quoi. Mais il y a un truc intéressant qu'il faut se dire, en fait, beaucoup quand ils se lancent, ils se disent, OK, mon objectif, c'est 10 000 abonnés, c'est 100 000 abonnés, c'est X vidéos publiées, etc. En fait, on a toujours un objectif, sauf qu'en fait, quand on l'atteint ou quand on a fini notre challenge de publier X vidéos en 60 jours ou je sais pas quoi, on arrive là et bim, on se remet en question, on se dit, wow, là j'ai bien taffé, j'ai fait tout, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et maintenant, je fais quoi? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et au final, en fait, je pense qu'il faut juste un petit peu changer de mentalité
et jouer, je sais pas où est-ce que je l'ai entendu, mais jouer à un jeu infini plutôt qu'à un jeu fini. Et en fait, il faut juste se lancer en se disant, je vais faire ce qui me plaît, avec une stratégie évidemment, mais je vais pas... Enfin, en fait, il faut vraiment se mettre dans la mentalité de, il faudrait que j'arrive à faire ça toute ma vie, en fait, que ça me plaise suffisamment, qu'il n'y ait pas 10 000 contraintes, etc., pour que j'arrive à le faire le plus longtemps possible sans que ce soit embêtant. Et au final, on pense souvent différemment. On pense souvent à, OK, premier trimestre, je vais publier tant de vidéos. Mon objectif, c'est d'avoir plus de clients en publiant 50 vidéos sur Instagram, 20 sur TikTok, etc. Et le problème, c'est que dès qu'on arrive à la fin de ça, vraiment, ça, je sais pas, ça, Ouais, tu arrives fin d'un coup, tu as un ouais. vide. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que j'ai fait plusieurs défis. Et tu remets tout en question. Au final, tu publies plus pendant un mois ou plus. Ouais, parce qu'il faut que tu te reposes, que tu renouvelles les idées. C'est ça, parce que tu dis, mine de bon, rien, allez, c'est bon, maintenant je peux me reposer. Et au final, tu sais plus quoi publier après parce que bah, t'as beaucoup travaillé. Donc, du coup, ta vision a un petit peu changé sur les choses. T'as des thématiques au final qui te plaisent plus. Et au final, ça va très, très vite. Les réseaux, ça évolue tous les 6 mois. Il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles façons de faire du contenu. Donc, en fait, il faut plus voir le truc en mode quelle stratégie je peux mettre en place et quel contenu je peux faire et quelle vidéo, etc. De façon pérenne pendant des années, voire des décennies. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est comme ça un peu que je te vois. J'ai toujours eu l'impression que tu avais un temps d'avance par rapport à d'autres. C'est gentil. Un demi, un temps, enfin, tu donnes la température, mais Ouais. je pense que c'est peut-être aussi ton background d'ingénieur aussi qui fait que tu analyses toutes les possibilités, toutes les pistes avant de choisir la bonne, mais ça te donne un peu d'avance du coup sur toutes ces notions-là, justement, tu te rends compte que faire sur un temps défini et après ne plus savoir quoi faire, c'est pas intéressant et transition pour. Donc là, aujourd'hui, Ouais. toi, ton contenu, tu le programmes. Enfin, je pense que c'est quand même important d'avoir une notion d'objectif chiffré, de te dire, bon, voilà, dans mon mois, j'aimerais avoir publié Complètement. tant de fois, parce que si tu n'as pas ça, tu fais ça au Complètement. pif et Ça, t'as il faut pas l'avoir. de truc. Ouais. Mais ça doit pas être la finalité. En gros, ce que tu dis, c'est ça doit pas Ouais, être la c'est ça. finalité. Ça doit pas être. Enfin, je veux dire, il faut que chaque vidéo, chaque contenu et puis la stratégie globale nous plaise et qu'on se dise qu'en fait, c'est faisable sur le très long terme. Ah, bien sûr. Oui, à des moments, il faut faire des petites périodes un petit peu intenses, etc. Notamment quand on débute pour lancer un petit peu le momentum et lancer, j'aime bien l'analogie de la boule de neige sur une pente. Au départ, elle est minuscule et elle va tout doucement. Et ensuite, plus le temps passe, plus on a publié, etc., plus elle grossit et plus elle a du momentum et ça part, enfin ça dévale la pente super vite. Mais au départ, en fait, faut la première impulsion pour lancer la chose. Et pour moi, il faut vraiment beaucoup travailler au départ et ensuite prendre son rythme de croisière. Mais Non, mais ouais, enfin, je suis assez d'accord. Et en fait, du coup, ça va me permettre de faire la transition sur le sujet suivant. Ouais. Toi, c'est ce que tu as fait, du coup, en décembre 2021. Enfin, quand on me parle de réussite TikTok, alors, je sais pas forcément aujourd'hui, j'ai pas comparé ce que ça vaut aujourd'hui, mais ce que tu as fait, toi, à l'époque, donc, j'en mets du contexte, décembre 2021, tu te lances le challenge de publier 2 fois par jour sur au moins TikTok. Ouais. Je crois pas que tu l'aies fait sur Instagram, c'était que sur TikTok. Ouais, que sur TikTok. T'avais passé, en plus, tu as fait une super vidéo là-dessus qu'on mettra en description pour les gens qui veulent aller la voir, parce que je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut ressortir de cette vidéo qui sont toujours valables aujourd'hui. Ouais, complètement. Au moins sur la partie, ce que tu disais avant, sur l'analyse que tu as fait de la plateforme, pour voir à l'instant T qu'est-ce qui marche pas, et essayer de comprendre pourquoi ce qui marche fonctionne et ce qui ne marche pas ne fonctionne pas. Ouais. La prod de contenu. Et après, pour moi, en tout cas, c'est là le point de démarrage de cette transition entre je suis vidéaste classique et je passe créateur de contenu, parce que tu as fait tout ce travail-là. Complètement. Et en fait, à la base, j'ai fait ce travail-là pour trouver plus de clients pour mon entreprise. Parce que je venais du coup, c'est l'année où je me suis lancé full-time. Et donc, en fait, je voulais trouver une stratégie qui me permette d'attirer des clients à moi sans devoir démarcher, etc. Chose que du coup, je n'ai jamais eu besoin de faire grâce à ça. Et donc, en fait, je me suis focalisé sur YouTube les 3 premiers mois. Et au final, j'ai gagné 20 abonnés, ça m'a rapporté 0 client, je faisais 100 vues, enfin voilà, ça a servi un peu à rien. Et sauf que le temps passé, mes ressources financières n'étaient pas infinies. Donc je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rapidement là, trouver plus de clients,
Tout le monde parlait de TikTok à ce moment-là. Moi, je m'étais pas trop intéressé. Je me suis intéressé à fond du coup pour analyser tout l'algorithme, etc. Et donc, j'ai fait toute la partie création de contenu. Mais le but à la base, c'était d'attirer plus de clients. C'était pas de devenir créateur de contenu ou quoi. Et au final, du coup, ça a attiré des clients, mais c'est pas vraiment des clients puisque c'était des marques. Et c'est comme ça un peu que je suis devenu créateur de contenu. Mais oui, il y a eu toute une phase d'analyse. Et t'en gardes un bon souvenir aujourd'hui ou il y a Ah oui, complètement. Ouais, forcément. Heureusement que j'ai fait ça, Ouais, bien parce que sûr. vraiment, ça a tout changé pour moi, ça. Et je sais pas du tout ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas fait ce challenge de publication. Donc heureusement que je l'ai fait. Je l'ai refait là, il y a un an, début 2024, sur Instagram, parce que je séparais vraiment TikTok et Instagram dans ma stratégie. Et donc là, pour booster un petit peu mon audience sur Instagram, j'ai publié tous les jours pendant 60 jours du contenu encore plus quali que ce que j'avais pu faire sur Instagram du coup. Et ça a plutôt bien marché. Là, je ciblais vraiment, je faisais tout pour ne pas buzzer. C'était vraiment pour cibler une audience intéressée par la vidéo, la création de contenu. Et puis ça a plutôt bien marché. Voilà. Trop bien. Donc comme quoi, donc le conseil qu'on peut retenir, c'est pour se lancer, mettre un peu de soi et de travailler un poil plus pour se lancer, c'est pour moi, la bonne strat quoi. Encore aujourd'hui du coup pour toi, pour aujourd'hui moi c'est indispensable. Okay. Et je le vois parce que du coup il y a quelques créateurs qui viennent me poser des questions sur Instagram, qui hésitent, notamment Loris. Voilà. J'avais pas mal discuté avec lui parce que au moment où j'ai commencé à publier tous les jours sur Instagram, donc début 2024, lui aussi s'est lancé ce défi. Et donc on discutait, etc. Alors moi j'avais déjà bien fonctionné sur TikTok. En soi, j'avais déjà une bonne audience sur Instagram. C'était pas extrêmement utile pour moi de le faire. C'était vraiment juste par passion de faire un maximum de vidéos et ce défi-là. Sauf que Loris, lui, il démarrait de zéro. Et donc, il a commencé à publier vraiment en même temps que moi. Il me posait des questions, voilà, on discutait. Et le truc, c'est que lui, il a publié tous les jours pendant je sais pas combien de jours. Vraiment, il a tenu plus longtemps. Moi, je m'étais fixé 60 jours. Lui, il a tenu je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, Loris, c'est une référence dans le domaine du color grading. Je sais même pas combien il a d'abonnés sur les réseaux, mais il y en a beaucoup. Je pense que vous êtes à peu près similaires. Ah, je pense qu'il en a même plus que moi. Tu sais quoi, on peut aller vérifier tout de suite. On peut aller vérifier. Le temps de parler, et j'ai d'autres exemples de personnes comme ça qui sont venues à moi, qui ne savaient pas est-ce qu'il faut que je publie tous les jours. Je leur ai dit oui, évidemment, il faut publier tous les jours, mais pendant 30 jours ou des choses comme ça. Et ces personnes-là, aujourd'hui, quand je les vois, ils ont bien percé, ils sont connus. Maintenant, ils font des partenariats, ils sont vraiment implantés. Ça commence à devenir des références. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable. Et même en termes de process, ça permet de se roder dans toute la partie scriptage, tournage, montage, publication, interaction avec les gens. On apprend énormément en un laps de temps très court. Donc pour moi, c'est toujours, et ça le sera toujours, même dans 10 ou 20 ans, ce sera toujours la chose à faire. Quand on se lance sérieusement, il faut beaucoup travailler au départ et publier un maximum pour se faire voir par un maximum de monde. J'ai regardé du coup, Loris, il est à 72 000. Ouais, voilà, tu vois. Toi, tu es à 35. Moi, je suis à 35 quelque chose. Bon, après, de toute façon, sur Instagram. Ouais. Oui, parce que sur TikTok, tu es à plus 500 000 570 quelque chose. Ouais. Pas mal. Ça fait, c'est aussi des choses. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est plus forcément uniquement ça que les marques vont regarder, mais c'est quand même une belle étiquette. Quand tu arrives, tu dis bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai quasiment 600 000 sur TikTok, j'ai alors je fais pas ça quand je me présente, mais oui, effectivement, les marques le voient, les agences le voient. Ouais. Alors c'est toujours très important pour les marques parce que en fait, à partir du moment où tu dépasses des paliers d'abonnés, tu es dans leur base ils ont des outils pour scroller un peu tous les créateurs d'internet en fonction de leur nombre d'abonnés, de leur engagement, etc. Et forcément, dès que tu passes des paliers, en fait, tu es dans des nouvelles listes et tu le vois tout de suite. Dès que tu passes 100 000 abonnés, bim, tu es contacté par des plus grosses marques pour des plus gros projets. C'est limite automatique. C'est vraiment, ça se voit que tu es sur des listes. Donc oui, c'est toujours très utile quand même d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais je pense que ce que les marques regardent aussi, c'est au-delà du chiffre, c'est l'engagement et derrière la monétisation de la communauté. Si tu as 100 000, mais que tu fais 3 commentaires à chaque fois et 15 likes. Complètement. Je pense que tu es moins intéressant. Mais ça évolue doucement, ça. Nous, en tant que créateurs, ça nous paraît évident, mais les marques commencent seulement à le comprendre là depuis 2 ans. Quoi. En fait, le nombre d'abonnés veut rien dire et que derrière, c'est l'importance de l'engagement de la communauté. Quoi. Bien sûr. Et puis après, de trouver des créateurs... je pense que là, c'est le chemin se fait dans les deux sens, mais que
bah, t'acceptes pas tous les partenariats Mmh. avec n'importe quelle marque parce que Ça, tu veux c'est que ça sûr. reste dans ton Ouais. image et que derrière la marque se dise: «Mais en fait non, je sais pas, un constructeur A qui va aller voir, un vidéaste mais qui est chez un constructeur B a pas forcément l'intérêt à aller lui proposer du contenu parce que, Ouais. c'est moins légitime je trouve, Mmh. parce que moi si Ouais, demain, complètement. Sony me propose de travailler du contenu alors que je crie haut et fort sur tous les toits que j'ai toujours eu du Lumix et que, j'ai pas prévu de changer, je suis Ouais, pas la bonne attention, personne. c'est enregistré, ouais, non? Non, mais moi, enfin, Lumix, j'adore. Hein, j'étais très peiné quand tu m'as dit que tu avais vendu ton Ah GH5 pour bah, passer sur Canon. et Je oui. pris un peu comme une trahison, mais bon, après, Ah, voilà, ça arrive, hein, ça fait partie du. ouais, je comprends. En Ça fait tout cas, partie des. je regrette pas mon choix. Bah, Non, en vrai, ça fait mal, mais en je vrai, comprends. maintenant, c'était quand même il y a 3 ans Oui, que j'ai non, mais fait oui, ça. oui, bien Il n'y sûr. avait pas encore de full frame avec un vrai autofocus chez Lumix. Sinon, je serais évidemment resté chez Lumix parce que j'en étais très satisfait. Eh oui. Donc, Non, mais pour l'impression. mais On en a déjà aujourd'hui, parlé, maintenant, le toutes les matériel. marques proposent. Ouais, c'est ça. Vraiment, maintenant, ça n'a plus aucune importance. Il y a quand même, toi, un matos, enfin, un truc que tu as acheté et que tu dis, putain, j'aurais pas dû, ou ça me sert à rien et ça prend la poussière, ou tu as toujours été très réfléchi dans les investissements que tu faisais niveau matériel. Non, honnêtement, non, j'ai pas de gros regrets Ça, c'est en beau, ça. tête, en tout cas. Ça, c'est Il beau. y a plein de choses que j'utilise très rarement. J'allais dire les caméras 360, mais en soi, c'est très utile d'en Ah bah, c'est avoir. quand même Donc, pratique, hein. heureusement que j'en ai une. GoPro, tu vois, la GoPro, c'est pas tous les jours que je vais sous l'eau faire des trucs, mais je m'en sers quand même de temps en temps dans l'année. Donc, oui, c'est pas du matos ultra utile, mais heureusement que je l'ai. Donc, non, j'ai pas de gros regrets. Je C'est pas pense, comme hein. si tu avais acheté, je sais pas, un pack d'objectifs cinéma à quasiment 10 000 et qu'en Ouais, fait non, tu je fais du contenu réfléchis sur quand même. Instagram et que Ouais, ça t'apporte pas ouais. la plus-value nécessaire, quoi. Non, j'ai pas un achat impulsif. Ok. En général, j'aime bien me renseigner quand même sur les trucs et surtout me laisser le temps de réfléchir. Et au final, on se rend très souvent compte au bout d'une semaine. Ouais, en fait, j'en ai pas besoin. Pas J'ai bien besoin. fait de pas l'acheter. Non, Donc, enfin, la base, enfin, surtout pour le type de contenu entre guillemets que tu fais, c'est oui, caméra, un bon objectif, le son, la lumière. ouais. T'as rajouterais Non, quelque chose, toi, non, c'est à ou peu près kit ça. complet? C'est à peu près ça. Il y a plein de gens qui me posent des questions sur les Ronin, enfin les Stab, gimbals, ouais. etc. J'en utilise très très rarement, mais vraiment très rarement, même pour des publicités que je fais pour des marques et tout ça. Vraiment, c'est très très rare. Donc ça, à la limite, ce serait facultatif, mais c'est toujours utile de l'avoir. Ouais, Donc bien c'est un sûr. luxe d'avoir un peu tout ce dont on a besoin, même si on s'en sert très rarement. Mais non, tu as fait le tour, hein. Je dirais quand même un ou deux objectifs. Enfin, un objectif, je serais très limité quand même, parce que Ouais. je filme beaucoup en ultra wide. Sauf que des fois, j'ai besoin de faire des close-up qui sont à 70 mm. Ok. Donc évidemment, c'est deux objectifs différents. Ouais, forcément. Mais ouais, non, deux objectifs, une caméra, ou même un téléphone. Ouais, Maintenant, il y a oui, plusieurs objectifs je suis en train de sur me les redire, mais smartphones. je me souviens que pendant enfin, je sais plus quand, mais on s'était retrouvés sur Paris devant Opéra et puis tu m'as demandé Ah oui, de t'aider pour faire un contenu pour TikTok parce que à l'iPhone du coup, parce qu'à l'iPhone ça marche mieux. tout à fait. Ça, tu t'en es rendu compte comment? C'est vraiment en Ah, analysant? c'était mon analyse avec les Ouais. tableaux Excel là. C'est fou. Juste avant de me lancer, quand j'avais tout analysé, j'avais fait un Excel avec est-ce que c'était filmé au téléphone, caméra, plus ensuite Ouais, 1000 bien paramètres, sûr. s'il y avait des hashtags de la musique, le hook, etc. Et oui, c'est le jour et la nuit, hein, Ça, c'est entre fou. filmer un contenu à l'iPhone et le même contenu. Et d'ailleurs, j'ai fait un test sur mon TikTok il y a pas mal de temps. J'avais fait un peu la même vidéo à l'iPhone et à la caméra, et l'iPhone, ça marchait beaucoup mieux. Ok. Et Ouais, la même vidéo. Ouais. tu l'as partagé quasiment en même temps? Parce que je me dis, tu vois, Non, mais pas en même temps pour pas que ça Ouais. interfère, mais peut-être, je sais pas, 3 semaines ou un Ok. mois de décalage. Et ouais, ça marchait moins bien. c'est fou. En fait- L'iPhone en ultra grand angle. Ah ouais. Ok. Et on retient. enfin, on dit beaucoup iPhone, évidemment, il y a les Android. Mais encore une fois, c'est le rendu iPhone qui marche le mieux. Et on arrive à le voir. Oui, Ça, c'est c'est pas fou. forcément. Oui, forcément, il y a des Android qui font des meilleures images que les iPhones. Mais c'est le rendu iPhone qui marche le mieux parce que la grande majorité, alors je connais pas la proportion, mais des créateurs de contenu utilisent des iPhones. Du coup, en fait, les gens, naturellement, leur cerveau, inconsciemment, s'est habitué à l'image organique des contenus iPhone. Et en fait, quand on est sur TikTok, c'est vraiment du contenu très organique, très fait par monsieur, madame, tout le monde. Ok. Et comme on est habitué à ce rendu, et ben en fait, quand il y a un contenu qui sort du lot, qui est soit trop quali, fait avec une caméra, ça passe pour une pub, et pas assez quali, je sais pas, il n'y a pas le truc Ouais, qui t'as fait que pas c'est la même un vrai perception. TikTok. Ouais. Et donc, du coup, les gens, naturellement, swipe, même si on se le dit pas tout ça.
C'est juste que ça se trouve, il swipe au bout de 0,4 secondes plus tôt que d'habitude. Mais sauf que ça, l'algorithme, il le capte. Et en fait, sur la masse de gens qui voient la vidéo, 0,4 secondes, c'est énorme. Et donc, du coup, c'est moins mis en avant. C'est pour ça que je trouve ton profil trop intéressant. Je te vois vraiment comme l'ingénieur qui va aller tout calculer, chercher toutes les probabilités. Mais ça te fait, c'est un gain d'information et du coup un gain de temps derrière. Complètement. Parce que tu sais tout de suite que c'est ça le setup qui fonctionne. Vas-y, je fais ça et go. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a fait que ça a marché. Parce qu'au début, on pourrait se dire, c'était de la chance, la première vidéo qui a percé. Sauf que pendant les 30 jours de mon challenge, je crois j'ai fait, donc sachant que je démarrais je crois que j'avais genre 1000 abonnés sur TikTok, j'avais posté 2 trucs. Je démarrais de 1000 abonnés et je suis passé de 1000 à 150 000 abonnés en 30 jours. Tout ça en filmant à l'iPhone. Et sur toutes les vidéos que j'ai publiées en 30 jours, il y en a, je crois, il y en avait 12 qui avaient plus de 1 million de vues. Tout ça en 30 jours. Et donc, on voyait que c'était pas lié forcément à la chance. Ouais, c'est pas que de la chance. Et donc là, c'est celles qui ont plus de 1 million. Et celles qui ont plus de 500 000 vues, je crois qu'il y en avait 25. Quoi. Enfin, limite, c'était 20% des vidéos que j'avais publiées. Enfin, c'était gros. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Belle perf, bien joué. Ouais, du coup, en fait, mon tableau Excel était validé. Ouais, tu dis, validé preuve, par hypothèse, la réalité. test, preuve, c'est ça. Trop bien. Ouais. Et du coup, ça t'a amené à travailler avec pas mal de marques. Je me souviens, notamment Apple, aujourd'hui Samsung, avec C&A Garnier aussi. Des mondes totalement différents grâce à ça, quoi. Mais qui étaient des choses que j'aurais jamais imaginées. Vraiment. Et tout ça s'est passé vraiment quand j'ai quitté mon travail. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le karma a fait que, je sais pas, d'un coup, il y a plein de projets. Mais c'est le travail aussi derrière et tout le. Complètement, oui. Il y a eu des années de publication avant. Il y a eu des années de vidéos YouTube où je publiais une fois de temps en temps, mais des vidéos très travaillées. Tout ça remonte à il y a longtemps. Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est condensé. Et bim, à un moment, tout t'arrive dessus de façon assez positive. Et ça m'a permis de beaucoup voyager, de faire des projets avec des marques de fous et tout ça. Trop bien. Si on doit citer le projet dont tu es le plus fier, quand je dis projet le plus fier, c'est avec une marque ou avec un autre créateur. Le projet où tu te dis, OK, là, j'ai vraiment tout maîtrisé de A à Z. Je suis content de tout ce que j'ai filmé, de tout ce que j'ai monté. Le client, forcément, est content derrière. Mais ce serait quoi, toi, le plus beau projet au global que tu as fait, celui dont tu es le plus fier? En vrai, c'est compliqué. Je pense pas que je pourrais en trouver un. Il y en a un qui a un petit peu lancé, qui a validé ma passion pour la création de contenu. C'était avec Orange. Vraiment pareil, quand je me suis lancé tout juste, ils m'ont proposé de faire des road trips en France. Donc en fait, à ce moment-là, je faisais pas mal de vidéos de voyage, de road trip et tout ça avec des potes vidéastes. En fait, ils m'ont dit, fais la même chose que d'habitude, c'est juste que là, tu vas passer par des endroits où il y a la 4G Orange et pas la 4G d'autres réseaux. Comme ça va naturellement mettre en avant notre réseau et ce sera utilisé sur le site internet d'Orange. Mais tu fais la même vidéo que d'habitude. Vraiment, on ne te met aucune contrainte. Et forcément, il y a un financement et tout ça. Et ça m'a permis de faire 3 road trips en France qui étaient des expériences de fou. Avec Thomas, donc YouKicks sur les réseaux. Donc c'était vraiment cool. Et puis, comme on faisait un peu des road trips dans différents coins de France, on rencontrait d'autres vidéastes, d'autres potes. Et on faisait des activités de fou pour mettre en valeur les lieux. C'était assez incroyable comme presta. Et c'était un peu mes premières collaborations. Et c'était fou de pouvoir vivre ça en tant que jeune vidéaste qui se lance. Oui, certes, j'ai fait beaucoup de vidéos et de prestats par le passé, mais traditionnelles. Et là, maintenant, je suis devant la caméra en train de faire mes vidéos YouTube passion, sauf qu'il y a une marque qui finance le tout. Ça, vraiment, c'était vraiment génial. Et puis, franchement, les vidéos étaient top. Vraiment, moi, je me souviens d'un plan. Alors, je crois que c'est pour un road trip Orange où tu es du côté de chez Hugo avec la Mustang, le plan FPV, celui-là. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'était le premier road trip. On a fait un road trip de Bretagne et même de Normandie. Et on a fait du coup Hugo Mouillet, sur les réseaux Hugom Visual. Son père loue des Mustangs de collection. Et donc, du coup, on a fait de la Mustang de collection dans les marais salants au lever de soleil. Et avec le drone FPV, c'était incroyable. Incroyable. Et puis même l'expérience humaine, plus que la vidéo. Bien sûr. C'était vraiment génial de faire ça avec des potes. Donc je pense, je retiens ça en premier parce que c'était un peu le premier truc où je me suis dit, mais waouh, mais c'est incroyable de pouvoir faire ça grâce au réseau, juste parce que j'ai publié mes vidéos passion sur Internet, quoi.
Mais après, il y a eu plein d'autres projets Ouais, vraiment bien très, sûr. très cool. Ouais. Trop bien. Ça, c'est vrai. Belle carrière, Ah. cher Benjamin. Ah, merci, mais c'est Non, pas mais c'est fini. vrai que, enfin, j'en parle, j'ai l'impression des fois de saouler Julien ou Victor, mais Ah oui. franchement, si je parle pas de toi une fois lorsqu'on fait quand on fait un call, mais je trouve que vraiment, ce que tu fais, la manière que tu as de réfléchir ta création de contenu, ton personal branding, les idées que tu as et la manière dont tu les mets en place, je trouve que c'est vraiment, enfin, tu fais vraiment partie des créateurs, je pense, dont beaucoup d'autres vidastes devraient s'inspirer pour la partie storytelling, pour le montage, la réflexion derrière toutes les idées. Franchement, sincèrement, c'est, enfin, aujourd'hui, moi, si je dois citer des vidastes qui font des contenus quali, t'es dans le top 3 et t'es pas troisième, quoi. Très clairement. Ah, merci, Owen. Tiens, le billet de Ah 500. non, 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 c'est vraiment sincère. Enfin, j'ai Ouais. vu, du coup, moi, j'ai la chance qu'on Oui, se bah oui, connaisse on échange tous les jours depuis quasiment 8 ans. depuis, ouais, C'est ça, depuis 8 ans. depuis 8 ans. Ouais. Donc, j'ai vu ta progression et Ouais. c'est pour ça que je dis, je sais, enfin, je me suis rendu compte que tu avais souvent un petit temps d'avance par rapport à d'autres. Que je me dis, ok, ça, je vois tout le monde le fait. Ouais, mais Benjamin l'avait fait un petit peu avant parce qu'il va prendre le temps d'analyser et c'est jamais du temps perdu Ouais, d'aller complètement. essayer d'anticiper ce qui peut se faire. Et puis de rester vrai par rapport à ça même. Enfin, tu dis, tu as Oui, projet oui, ah passion. oui, oui. C'est un peu ce que tu as fait. D'ailleurs, maintenant, ce qu'on disait, plus forcément les chiffres, et faire ce qui te plaît. Et je Ouais, crois qu'on en avait complètement. parlé en plus avant sur la création de contenu, que ce soit Instagram ou YouTube. T'allais faire des vidéos qui n'existaient pas, mais qui pourraient répondre à un besoin. Alors que là, en fait, tu fais plus les vidéos que Tout à fait. toi, tu as Ouais, envie de voir. exactement. Et Ouais. est-ce que je pense que ça parle plus du Ça coup change maintenant. tout. Ça change tout, mais c'est, du coup, quand on est dans la création de contenu, on doit réfléchir en permanence à des nouvelles idées de vidéos. Forcément, avec le temps, il y a énormément de choses qui se sont déjà faites, donc on n'a pas envie de refaire ce qu'un tel a fait il y a 2 ans, voilà. Enfin, et surtout, en fait, on a évolué entre temps, donc on n'a plus envie de faire des contenus un peu entre guillemets débutants. Donc on évolue et au bout d'un moment, on a un peu fait le tour de tout et on est à court d'idées, etc. Et moi, il y a un switch qui s'est fait. C'est à un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi je ferais pas le type de vidéo que moi j'ai envie de voir sur les réseaux. Parce que je consomme très peu de vidéos tutoriels, de vidéos. Enfin, je l'ai fait énormément par le passé pour me former. Sauf que maintenant, je le fais plus. Et du coup, je trouvais pas très cohérent que je continue à faire des vidéos, si, oui, tutoriels ou sur des techniques de vidéo. Que moi je regarderais pas en fait. En fait, ce que je me suis dit, c'est quand mes vidéos sortaient, bah moi, si j'étais quelqu'un d'autre, je ne cliquerais pas dessus parce que ça m'intéresserait pas. Et donc j'ai eu ce switch où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ferais pas les vidéos dont j'ai envie? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lister plein d'idées que je trouvais cool. Et là, je me disais, mais vraiment, s'il y a cette vidéo qui sort, je clique direct dessus. Et donc, j'ai commencé à réfléchir comme ça et à faire du contenu qui va plus dans cette direction. Forcément, des fois, il y a des tutoriels parce qu'on me le demande beaucoup. Et même, c'est des choses que j'ai envie de partager. Donc, je le fais. Mais de plus en plus, j'essaye d'intercaler des vidéos qui sont vraiment passion ou ce que j'ai en tête. Et je le concrétise. Toi, t'es Et je vraiment me plus bride pas sur c'est pas trop dans la Ouais. thématique, je sais pas quoi. Non, enfin, tant que le storytelling derrière, t'arrives à Ouais, faire quelque voilà. chose Et de correct, ensuite, ça te va. moi, j'adapte ça à ma sauce, avec mon style de vidéo. Et donc, ça reste, ça intéresse toujours une audience qui est à peu près la même. Peut-être un petit peu plus avancée que par le passé, mais Bien sauf sûr. qu'au final, mon audience a aussi évolué avec le temps. Enfin, forcément, les gens qui se sont abonnés à moi il y a 3 ans, bah, ils ont un petit peu évolué. Donc, forcément, ils sont meilleurs aujourd'hui. Ils sont peut-être plus intéressés par la vidéo tutoriel basique. Et Donc, toi, en fait, du coup, tu préfères même emmener, enfin, l'audience et la niche que tu construis, que tu explores, tu préfères l'emmener avec toi, quitte à ce Ouais. qu'elle reste tout à fait. un peu restreinte, Ouais. entre guillemets. Ouais, Enfin, t'as complètement. forcément envie Ah qu'elle ouais, grossisse un petit peu, mais t'as pas Ouais. envie, on en avait parlé, t'as pas envie Ouais. qu'elle explose Non, surtout et pas. qu'au final, tu touches trop de gens par rapport à ce que toi tu proposes Ouais. et parce que derrière, après, si plus personne te regarde, en fait, c'est négatif pour toi derrière. Complètement. Mais ça m'est arrivé avec TikTok. J'ai 570 000 abonnés. Je doute que sur les 570 000, tout le monde soit très intéressé par ce que je fais. Surtout sur TikTok où les gens s'abonnent très facilement et au final, ils ne te revoient plus jamais parce qu'ils vont dans la page Pour toi, Explore ouais. pour toi là, et pas forcément dans leurs abonnements. C'est pour ça que après cette expérience qui a été très très positive, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que l'impact derrière en fait sur les gens n'était pas si énorme parce qu'au final, je faisais pas 1000 fois plus de vues qu'avant, voilà.
C'est pour ça que vraiment maintenant, je cherche à avoir une audience qui est intéressée par ce que je fais, par les projets que je peux avoir, plutôt qu'une audience la plus large possible. Vraiment, sur YouTube, j'avais testé les shorts à un moment et j'avais des shorts qui explosaient avec 1-2 millions de vues. Je les ai supprimés. En fait, à partir du moment où la courbe a monté trop fort, je les supprime. Je pense que t'es le seul qui doit faire. Enfin, Ouais, t'es pas le vraiment. seul, mais c'est la première fois que j'entends ça. Le mec qui me dit ah, mon contenu marche Non, trop vraiment, bien. je les supprime. Ciao. Même ça m'est arrivé de supprimer des TikTok qui marchaient trop parce que, en fait, d'un coup, ça apporte énormément de gens et ils sont pas forcément intéressés. Enfin, et encore que, hein, vraiment, moi sur Short ou même sur TikTok, j'ai un des contenus qui a buzzé, c'était de faire un zoom infini. Enfin, j'expliquais vraiment la technique. Donc en soi, c'est dans la vidéo. Sauf que sur YouTube, ça m'avait fait gagner un truc du style 7000 abonnés en 10 jours. Sauf que moi, j'avais que 10 000 abonnés à ce Ouais. moment-là. Donc en fait, ça a quasi C'est doublé mon quasiment nombre x2, ouais. d'abonnés. Sauf que derrière, quand j'ai publié des formats longs, bah, j'avais pas forcément beaucoup plus de vues. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, faut surtout pas que j'ai des buzz comme Ouais. ça. Et puis, je sais pas, j'aime pas trop avoir autant de visibilité. Donc, ce qui est un peu contradictoire, hein, j'aurais pas dit ça il y a 4 ans. Oui, c'est sûr. Mais une fois que tu t'en fais l'expérience et que tu as une énorme audience qui au final n'apporte pas grand-chose, tu t'aperçois que ça sert à rien. Et donc, vaut mieux faire des contenus vraiment qui sont importants pour toi, qui t'inspirent et qui te motivent pour jouer ce jeu infini dont je parlais tout à l'heure, plutôt que de surfer sur des tendances et essayer de faire le buzz. Après, c'est extrêmement facile à dire une fois que tu as, Oui, c'est 500 000 sûr. abonnés sur Ouais, TikTok. ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, si je redémarrais, j'aurais pas la même stratégie que ce que j'avais fait du coup Mhm. il y a 4 ans. Oui, parce que, mais Ouais. enfin, comme on en a déjà parlé plusieurs fois tous les deux, c'est vrai que des gros chiffres, c'est bien, mais encore une fois, on en revient au si derrière tu as des gros chiffres, mais que ton audience elle n'est pas engagée et que tu n'es pas en mesure, toi en plus, par rapport aux marques, si jamais tu veux aller négocier un partenariat Ouais. parce que tu veux travailler avec telle marque qui est juste au-dessus de ta zone, enfin, limite. Si tu as des chiffres qui sont hyper évocateurs en disant bah voilà, moi j'ai 35 000 abonnés sur Instagram, mais sur les 35 000, je sais que j'ai 10% qui vont venir regarder et liker, Ouais. et que quand je mets en avant un produit, il est vendu tant de fois, tu vois. Mm. Voilà, pour une marque, c'est Complètement. c'est royal. Hein. Ouais, Tu arrives avec peu- toutes peu les stats. importe le chiffre au final. C'est ça. Ouais. Alors que si tu as 100 000 et que tu fais 3 ventes, bah oui, c'est Ouais. un peu, c'est dommage. Ouais, non, c'est sûr. Bon sujet. Non, mais c'est vrai que ça a tellement Ouais. évolué, ces notions-là. Et dans les sujets que j'avais listés que je voulais aborder avec toi, il y avait la notion de personal branding. Tu considères, toi, que tu as, toi, aujourd'hui, un personal branding, ou c'est un terme avec lequel tu n'es pas forcément très à l'aise? Bah, un truc que j'ai pas dit, c'est que je me forme beaucoup. J'achète des formations à tout va que je Alors, suis pas forcément. chez Grince, on va jamais critiquer parce que nous, c'est notre, Ouais, bah, notre credo, tu le forcément. sais bien. Ouais. On n'arrête jamais de se former. Et du coup, ouais, je me suis pas mal formé à la création de contenu, mais enfin, pas forcément la création de contenu, de comment faire les vidéos, comment bâtir une audience, etc. Parce que je l'avais déjà un peu expérimenté, mais plus les sujets profonds derrière de pourquoi les gens te suivent, comment faire en sorte que les gens te suivent longtemps et qu'ils soient toujours intéressés par toi. Et donc, j'ai suivi pas mal de formations sur ce sujet, et enfin, plutôt sur le marché américain et australien. Coucou Tom Nosk. Exactement, entre autres. Et donc, oui, cet aspect de personal branding, il est assez important, mais en soi, c'est un mot très, très à la mode en ce moment. Ça existe depuis toujours. Hein, Oui, bien sûr. et en soi, avant même qu'on emploie ce mot, rien que le fait de faire une chaîne YouTube ou de se mettre à fond sur les réseaux, il y a un moment, il faut réfléchir à l'image que les autres vont penser de nous. Et donc, il faut réfléchir à son personal branding. Est-ce que je veux que la vidéo soit super quali? Est-ce que je veux, ah non, je préfère que ce soit fait à l'iPhone? Enfin, toutes ces petites décisions, au final, ça vient contribuer au personal branding. C'est juste que moi, j'aime bien les vidéos très travaillées, que tout soit bien carré. Donc, mon personal branding doit être aligné avec ça. Et naturellement, ça s'aligne avec ça. Donc oui, je travaille énormément mes sous-titres, j'essaie d'être très créatif, chaque plan est bien réfléchi, chaque phrase que je dis dans mes scripts est bien pensée. Donc ça contribue à mon personal branding qui est celui-là, mais en soi c'est qui je suis. Oui. C'est juste, il faut, ça c'est peut-être, des personnes sont peut-être dans ce cas-là, d'arriver à montrer qui elles sont vraiment à travers des vidéos, parce qu'il faut avoir la maîtrise technique derrière pour pouvoir le faire. Et il y a une phrase qui est assez intéressante. C'est au final, le personal branding, c'est pas ce que nous on dit sur les réseaux en fait. C'est ce que les gens pensent
une fois qu'on n'est plus, dans la pièce. C'est la phrase. Le personal branding, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce que les autres pensent de nous une fois qu'on a quitté la pièce. Ok. Euh, L'image que tu laisses une fois que tu c'est as ça. apporté ta valeur, et tout comme ça. Quoi. Et en pensant comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, c'est peut-être pas aligné en fait. Mm. On peut dire face aux gens, là, face aux caméras, moi j'aime que ce soit carré, j'aime les trucs très travaillés. Et au final, en fait, dans nos vidéos, on a des erreurs enfin, il y a des trucs qui sont pas ouf. C'est filmé au téléphone, le son n'est pas bon. Mais en fait, quand on a fait ça, on a eu l'impression que c'était cool, que c'était aligné. Sauf qu'en fait, les gens derrière leur écran, quand ils sont pas face à nous, du coup, ils se disent bah c'est pas ouf, donc en Ouais. fait ce que tu as raconté, bah je le considère pas comme vrai, et il passe à quelqu'un d'autre. Donc c'est important d'être aligné entre ce qu'on montre et ce que les gens pensent de nous en fait quand ils sont pas avec nous, Ouais, quoi. bien Enfin, sûr. Ouais, si tu dis que tu es hyper carré et que ton studio est tout le temps en ouais, bordel et que tu mets 50 ans à retrouver un truc, ouais, ça colle pas. exactement. Et ça marche sur les prestats aussi, hein, Bien sûr. forcément. Bah oui. Si tu es vidéaste et que tu fais des prestats pour des clients et que sur ton site, tout est super beau, que tu dis que tu travailles dans les meilleures conditions et tout ça, et qu'au final, en prestat, tu arrives et ça se passe, enfin, il y a des trucs qui sont un peu border et tu parles mal au client, mais sans t'en apercevoir. Mais dans ta tête, tu as cette idée de toi qui est comme ça, sauf qu'au final, le client n'a pas du tout le même ressenti. Donc, c'est important de bien, de limite, se voir de l'extérieur et de faire cet exercice un peu d'alignement de son personal branding. Ouais, et de remise en question pour voir Complètement, ouais. comment être bien aligné. Ok. Ouais. Ouais, en fait, quand tu dis le personal branding, c'est un terme récent, c'est le terme plus joli pour remplacer influenceur, entre guillemets, quoi, maintenant, Ouais, ou enfin, pas tellement pour toi? bah, pas influenceur, enfin, c'est pas trop corrélé, mais plus image de, enfin, Ouais, image de marque, quoi, ouais. son image personnelle, mais au final, c'est personal branding, mais Ouais, bien sûr. c'est son image. Ouais. Voilà, c'est juste ça. C'est le terme marketing stylé pour dire juste son image, l'image Ok. de quelqu'un. Ouais. Ok. Mais, mais en tout cas, c'est intéressant de se former à ça et de le conscientiser, enfin, vraiment d'y travailler en fait. Ouais, bien Enfin, sûr. c'est vraiment une partie à travailler, c'est pas juste travailler ses vidéos, travailler son portfolio et tout ça, son site internet, c'est aussi travailler ce que les gens pensent de nous quand ils voient tout ça. De faire en sorte que tu dises je veux que la personne me voit comme ça, et de faire en sorte que la personne puisse me voir comme ça. Ouais. Et du coup, comment tu vois dans 5 ans, comment tu penses que les gens te verront, et comment toi tu te vois dans 5 ans peut-être? Bonne question que je me pose de temps en temps. Sauf que en fait, si on m'avait posé cette question il y a 5 ans, j'aurais pas dit là où je suis aujourd'hui. Je pense que dans notre domaine, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Même dans 1 an, je ne sais pas. Bon, probablement que ça ressemblera à ce qui est aujourd'hui. Peut-être il y aura des choses un petit peu différentes. Mais dans 5 ans, ça me paraît beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup d'évolution et tout ça. Alors, il y a peut-être, je rechange un peu la formulation, il y a peut-être des choses que tu ne te vois pas faire dans 5 ans. C'est peut-être plus facile de se dire ça dans 5 ans, peu de chance, même si le chance zéro. Tu sais quoi, je reprends ta première version de la Vas-y, question. vas-y. Je te laisse. Dans 5 ans, moi, je me vois toujours publier des vidéos. Alors, je me suis beaucoup posé à cette question et je me suis dit, en fait, si je gagnais 10 milliards d'euros, enfin, une somme inconcevable, qu'est-ce que je ferais de ma vie, en fait? Parce que j'aurais plus besoin de faire forcément des collaborations, des choses. Enfin, au premier abord, on pourrait se dire ça. Et au final, je sais que je ferai toujours des vidéos. Vraiment, j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a plein d'autres choses qui me passionnent. Et la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Et au final, je sais que je ferai quand même des vidéos. Des vidéos de voyage, des vidéos vraiment qui me plaisent. Au final, un peu dans le même mindset que ce que je commence à avoir en ce moment, qui est de faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent plus que des sujets qui pourraient potentiellement intéresser les gens. Donc ça, c'est une certitude. Je pense que je continuerai de collaborer avec certaines marques parce que c'est des choses que j'utilise. Au fil des années, j'ai eu une relation avec les gens qui travaillent pour ces marques. Enfin, c'est des choses utiles. Et donc, voilà. Donc, je sais qu'il y a des marques avec qui je continuerai de faire des collaborations. Potentiellement, j'aurai d'autres partenaires. J'organiserai. Il y a peut-être des trucs qui pourraient m'intéresser qui seraient d'organiser, je sais pas, des voyages avec des gens intéressés pour faire, je sais pas, apprendre la vidéo en voyage ou la photographie. Ça, d'ailleurs, cette année-là, je vais en faire quelques-uns. Je me suis inscrit à des workshops pour moi-même participer à des workshops auprès de personnes que j'admire un peu. Et donc, je pense que je ferai des petits trucs comme ça.
Et certainement que je continue en fait de faire des prestats de temps en temps pour des entreprises, pareil, des clients historiques que j'ai envie de continuer à accompagner parce que je les aime bien et que j'ai envie qu'ils croient aussi. Donc au final, je m'aperçois avec ce petit exercice que je ne changerai pas grand-chose à ce que je fais aujourd'hui. Juste, je pense qu'il y aurait moins de pression parce qu'aujourd'hui, mine de rien, il y a un peu la pression de devoir publier assez régulièrement. Il y a les marques parce que forcément, j'ai plus de partenariats que ce que je raconte là. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de deadlines à respecter. Donc, ça met une certaine pression. Forcément, en réduisant ça, il y aurait moins cette pression, mais il y aurait toujours la passion. Donc je pense que ce serait une version allégée de ce que je fais aujourd'hui, avec des petites extensions de voyage, de partager avec des gens qui veulent apprendre la vidéo, des choses comme ça, en physique. Vraiment, en fait, quasiment du 100% passion et du plaisir. On croise les doigts. Hein. Ouais, non, moi je te le souhaite. Hein. Mais en gros, la question c'est, toi tu ne te vois pas à la tête d'une agence de 3, 4, 5, 6 vidéastes qui te permettrait de multiplier les partenariats. Encore une fois, c'est dur à dire, surtout quand c'est enregistré et que peut-être que dans 5 ans on me ressortira ça et j'aurai une agence avec 5 personnes et au final ils verront leur patron qui dira ah non, je voulais surtout pas faire ça. Mais, moi je dis toujours, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, non, j'ai beaucoup pensé au modèle agence parce que forcément, comme je travaille avec des grandes entreprises maintenant, et des grandes marques, eux, ils bossent qu'avec des agences d'habitude et de temps en temps avec des créateurs. Et sauf qu'au final, les prestats que je fais maintenant, une grande partie, c'est pour des grands groupes qui d'habitude font appel à des agences et finalement, ils s'aperçoivent que les agences, ça met trop de temps. Au final, ils n'ont pas toujours les compétences. Ils n'ont jamais la même personne en face d'eux. Alors qu'en fait, quand ils font appel à moi, ça va vite, c'est livré direct. Même pour les tournages, ça va, je veux dire, c'est rodé. Je sais, je prends mon billet de train, bim, je fais le tournage, je livre une semaine plus tard et c'est bon, ils ont leur vidéo. Donc, je sais pas pour non, en fait, le. Alors quand je disais agence, c'était pas forcément le bon terme, mais tu vois, par exemple, peut-être que tu connais MKBHD. Tu vois, le mec au début, il a commencé tout seul, et là maintenant, il a un staff avec lui, et il a juste à venir, tourner, et normalement, tout le reste est géré pour lui. Ouais, et c'est toujours lui qui fait le montage d'ailleurs. Pas de tout, mais oui, c'est vrai qu'il fait toujours du montage. C'est vrai. Mais du coup, je disais ça pour dire, et moi, quand j'étais salarié, j'ai beaucoup bossé avec des agences dans mon ancien travail, et je trouve que quand tu es en agence, alors ça dépend évidemment, il y aura des contre-exemples, mais tu as quand même une grosse pression, tu as beaucoup de clients et en fait, les clients, ils voient une agence comme un service à tout faire. Du coup, tu demandes beaucoup de choses, le client a beaucoup d'attentes parce que c'est une agence, on paye une agence. Alors que quand c'est un créateur, que ça va beaucoup plus vite et tout ça, au final, c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et c'est pour ça que pour l'instant, en tout cas, je me vois pas du tout passer en mode agence. Ok. Parce que tu pourrais dire, tu vois, imagine ton partenariat, tu mets une semaine entre scripter, tourner, monter, livrer. Mais tu te dis, si là aujourd'hui tu as une équipe qui est dédiée, tu peux faire 5 tournages dans ta semaine et avoir 5 contenus sur le même temps. Mais c'est pas forcément là où toi aujourd'hui. C'est très dur de déléguer la partie créative qui est très très importante pour moi. Vraiment, c'est un truc que j'ai énormément de mal à déléguer parce que c'est pas des vidéos tutoriels ou des vidéos classiques, c'est des vidéos qui sortent de ma tête où je me dis tiens, j'ai envie de développer cette idée, donc il y a toute la réflexion au scriptage, au tournage, et si je livre ces rushs à quelqu'un d'externe, même si je lui explique vite fait la pensée derrière, ce sera une vidéo complètement différente de ce que moi j'imaginais. Donc c'est très compliqué à déléguer. Cette partie, je peux pas trop le faire. Oui, je fais appel à des potes sur des tournages ou des choses comme ça, mais déléguer le montage, pour moi, c'est très compliqué. Après, c'est très frustrant aussi parce que ça prend énormément de temps. Bien sûr. Mais puis c'est le truc, il faut pas croire que tu délègues et tu donnes à quelqu'un qui va faire le montage et ça sortira exactement comme tu veux. Il faut se former, apprendre. Et j'ai des potes que tu connais bien. Il y a Max de Pile et Face, il y a Alex. C'est des potes avec qui on discute très souvent. Eux, ils sont justement dans la partie plus déléguée. Donc, ils ont plusieurs salariés et alternants. Et moi, je me vois pas trop faire ça, en tout cas pour le moment. En tout cas pour le moment. Bon, après, voilà, comme on l'a dit, on reviendra dans 5 ans ici, refaire un débrief de tout ce qu'on a dit, on reprendra point par point, on verra, ok, ça c'est resté, ça a changé, pourquoi. Ça j'aime bien les trucs comme ça, de regarder pas mal, dans le passé. On fera ça, moi je prends rendez-vous, on se rappellera, même rien que dans 2 ans. Ouais, dans 2 ans, on est ça sur peut bien évolué. C'est clair, on est sur un domaine qui évolue tellement vite. 30 ans. Ah mince. Moi aussi. Ah oui, moi aussi, on aura 30 ans tous les deux. Ah ouais. Ah là là, mince.
C'est fou. Le temps passe vite. Non, mais là, on a Facebook, YouTube, les tout débuts et tout. Ouais. Vraiment, Ouais, alors, on c'est en le a vu truc passer du mec, des choses. Hein. c'est clair. Mm. Mais non, c'est bien de voir toute une progression. Et la tienne, vraiment, en tout cas, Mais je la la trouve tienne vraiment aussi, inspirante. La tienne aussi. Merci. Attends. Merci beaucoup. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Je sais pas si toi, tu veux rajouter un petit mot de la fin. Non, pas spécialement. Je Tes pense qu'on actus, on a parlé de pas trucs mal comme de ça. choses. Non, en termes d'actu, moi je continue là un rythme. Du coup là, je suis dans mon rythme de croisière. Ok. Je vise pas la production en masse de contenu parce que je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Voilà, il y a suffisamment de vidéos de moi sur Internet. Donc là, c'est beaucoup plus des vidéos plus travaillées avec des partenaires avec qui je travaille habituellement et qui me permettent de faire tout ça. Donc non, là, c'est pas mal. Puis, comme on me pose beaucoup de questions sur la création de contenu, je pense que je vais finir par sortir un accompagnement Ok. avec des lives. J'aime bien l'aspect live aussi, enfin d'avoir Ah bah, c'est trop bien. de développer une communauté. Parce que les gens suivent pas toujours, et je suis le premier, hein, quand j'achète des formations, je suis un quart et au final, je suis plus le reste. Alors que quand c'est sous forme de live, je sais pas, c'est beaucoup plus intéressant et les gens apprennent beaucoup plus de choses au final parce qu'ils restent plus longtemps dans la formation. Donc, je réfléchis à faire ça Ouais. tranquillement. Voilà. Trop cool. Bonne perspective, en tout cas, de retransmettre le savoir que tu as, Ouais. accumulé, Mhm. mais qui aidera les gens à pas faire pas forcément Ah les ouais, mêmes je erreurs, pense- mais à faciliter encore plus leur Ah, cheminement ça, c'est vers leur sûr. objectif. Ça, c'est sûr que ça permet de faire gagner un temps fou. Tout comme moi, j'ai gagné un temps fou. On dirait que là, ça a pris des années, hein, parce que mine de rien, c'était il y a quand même 4 ans. Il y a 4 ans que j'ai vraiment commencé la création de contenu vraiment à fond. Et ça fait 10 ans que je publie sur YouTube. Donc au final, ça a pris beaucoup de temps. Mais malgré ça, ce temps aurait pu être beaucoup plus long si je n'avais pas suivi 2-3 formations de créateurs qui m'inspiraient. Donc ouais, non, justement, en partageant mes meilleurs conseils, je pense que ça peut aider beaucoup de monde, surtout dans un monde où les gens veulent aller de plus en plus Bien vite, sûr. développer une audience très très rapidement. Donc ouais, on Trop verra. cool. Hâte de voir ça, en tout cas. Et puis, écoute, il me reste juste à te remercier d'être venu Avec me grand voir plaisir. aujourd'hui. Et puis, on reprend, voilà, j'aurais dit rendez-vous dans 2-3 ans. On fera un état On des verra. lieux de On verra. où t'en es de ton côté, où est la Ben Ouais. Films Corporation. Waouh. Et puis voilà, donc encore merci à toi d'être venu. Je le redis si vous voulez voir tous les autres épisodes du podcast. Déjà, avant toute chose, la chaîne de Benjamin en description, tes réseaux, etc. Franchement, vraiment, allez voir son contenu parce que C'est gentil. c'est vraiment hyper inspirant et hyper intéressant. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir aujourd'hui sur YouTube, tu le proposes, donc j'ai aucun problème à le mettre en avant de manière tout à fait sincère. On dirait vraiment que je l'ai payé. Hein. Jamais. Non, vraiment, non. Non, mais tu vois, ça fait la 3e fois que je le mentionne du truc, donc ça mange. Tout va bien. Mais voilà, donc après, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Grain pour ne pas manquer les épisodes du podcast, toutes les autres vidéos qu'on sort, et puis restez connectés. Et puis, comme je le dis de toute façon à la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de podcast, les autres vidéos qu'on sortira sur plein de thématiques variées liées à la vidéo, au business, au matériel. Et comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de sortir et de faire des vidéos. Encore merci Benjamin, et à très vite. À bientôt.